Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce 12e épisode de notre cycle de webinaire consacré à la présentation de l'offre ADEME. Nous sommes heureux de vous rencontrer durant cette heure pour vous présenter les dispositifs portés par la Direction régionale Île-de-France. Les dispositifs à destination des entreprises portés avec BPI France et la Chambre de commerce et d'industrie. Et enfin, nous finirons avec les nouveaux appels à projets France 2030 sur la thématique ville durable, actuellement ouverts. Mais avant la prise de parole de nos experts, je vais donner la parole à notre directeur régional adjoint de l'ADEME Île-de-France, Raphaël Gerson. Bonjour à tous. Merci Sandy. Vous m'entendez, Sandy, vous m'entendez correctement? Parce que j'ai eu un petit Très problème. bien. Très bien. Bon, désolé pour petit problème technique. Merci aux fidèles d'être à nouveau connectés. Et je précise pour les nouveaux venus que je salue que ces webinaires de l'ADEME Île-de-France existent depuis automne 2020. Ils étaient initialement dédiés au plan de relance et ils sont désormais consacrés à l'ensemble des dispositifs portés par l'ADEME Île-de-France et portés par ses partenaires. L'ADEME Île-de-France, c'est en effet une quarantaine de personnes sur l'ensemble des thématiques de la transition écologique. Donc, le rôle de nos partenaires et le soutien du siège, dans le cadre de France 2030 notamment, est crucial pour toucher l'ensemble de l'écosystème francilien. Et c'est vraiment l'importance de ces partenariats que nous avons voulu mettre en exergue dans ce webinaire. Mettre en exergue des partenariats avec les autres régions, et en l'occurrence la région normande, dans le cadre du CPIER qui vous sera présenté, le contrat plan interrégional État-région de la Vallée de Seine. Des partenariats avec la BPI dans le cadre du Diag Ecoflux, des partenariats avec la CCI avec qui nous travaillons étroitement. Et nous avons également donc convié le siège pour nous présenter les dispositifs Ville durable dans le cadre de France 2030. Et parce que vous verrez qu'effectivement, les dispositifs et les appels à projets de France 2030 se multiplient dans un seul but, en fait, ne pas rater la marche de 2030, qui est cruciale pour rester sur la trajectoire de la neutralité carbone de la France en 2050, tel qu'on a pu le montrer dans le cadre des scénarios Transition 2050 de l'ADEME. Voilà pour ce qui nous attend aujourd'hui. Donc, je vous souhaite à tous un très bon webinaire et vous retrouverez Jérémy en fin de webinaire pour un mot de conclusion. Et je rends du coup la parole à Sandy pour faire le chef d'orchestre de ce nouveau webinaire. Merci à tous et très bon webinaire. Merci Raphaël. Avant de donner la parole à nos experts, je voudrais remercier l'ensemble des intervenants pour leur disponibilité, et notamment BPI France pour la présentation du Diag Ecoflux et Valentine Santis du siège pour la présentation des dispositifs durables dans le cadre de France 2030. Je vais donner la parole sans plus attendre à Thibaut Faucon, notre coordinateur scientifique et technique en charge de tous les sujets systémiques et des démarches transversales à l'ADEME Île-de-France, qui va nous présenter le contrat, l'appel à manifestation d'intérêt contrat de plan interrégional État-région de la Vallée de la Seine. Merci Sandy et bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, je vais vous présenter l'appel à manifestation d'intérêt transition écologique et valorisation économique, en fait qui s'inscrit dans le cadre du contrat de plan interrégional État-région de la Vallée de la Seine, le CPUR Vallée de la Seine, qui est aujourd'hui piloté depuis 2015 en réalité par la délégation interministérielle au développement de la Vallée de la Seine, donc la DIDVS, qui est rattachée au service du Premier ministre, et en partenariat donc avec la région Normandie et la région Île-de-France. Donc c'est un dispositif qui est ouvert tous les ans depuis 2015 avec comme point de vigilance cette année puisque la date de clôture sera le 17 mai prochain, donc le mardi prochain en fait. Mais il est encore temps bien évidemment de déposer des dossiers de candidature si vous en avez le souhait et la capacité. Donc dans la diapo suivante, je voulais simplement faire un rappel, vous donner en fait quelques éléments de contexte sur cette AMI. Donc en fait, le contrat de plan, ce CPER Vallée de la Seine, en réalité, c'est une déclinaison opérationnelle du schéma stratégique d'aménagement et de développement de la Vallée de la Seine, qui a été élaboré en 2015 et qui est aujourd'hui en cours de révision pour la nouvelle période 2023-2027 qui va s'ouvrir et qui va donner lieu en fait à la signature d'un deuxième contrat de plan pour la période 2023-2027.
Donc ce CPER, en fait, il a vocation à promouvoir une approche de la Seine et de ses territoires comme un axe de mobilité stratégique, ouvert sur le monde, notamment à travers ces différents ports, et puis aussi un espace d'innovation et d'expérimentation pour déployer des synergies interterritoriales, interrégionales, mais aussi un équilibre économique entre les deux régions qui soient alignés avec à la fois la contrainte sur les limites planétaires, que vous connaissez tous, et notamment le réchauffement climatique avec cet impératif de contribution à l'objectif de neutralité carbone pour rester sur la trajectoire de réchauffement comprise entre 1,5 et 2 degrés à l'horizon 2050-2075, qui, je le rappelle, correspond à une baisse, des émissions de gaz à effet de serre en moyenne de 5% par an, l'équivalent de ce que nous avons observé pendant la crise sanitaire de la Covid-19. Donc sur la diapo suivante, je vous présente le budget. Donc c'est un AMI qui est aujourd'hui doté d'une enveloppe d'un peu plus de 15 millions d'euros sur la période 2015-2020, qui se répartit entre l'ADEME pour 7 millions d'euros, avec la région Normandie aussi pour 6 millions d'euros et la région Île-de-France pour un peu plus de 2 millions d'euros. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui on est rentré dans une phase de négociation pour le CPR numéro 2. Et donc aujourd'hui, pour la période 2020-2022, le contrat de plan a fait l'objet d'un avenant de prolongation qui nous permet de solliciter cette enveloppe de 15 millions d'euros, à l'exception de l'ADEME qui a d'ores et déjà validé et voté en comité exécutif une nouvelle enveloppe de 10 millions d'euros pour cette nouvelle période 2021-2027. Donc cet AMI est par ailleurs, couvre par ailleurs un certain nombre de champs thématiques stratégiques que sont la transition vers une économie plus sobre et plus circulaire dans la gestion des ressources, la transition vers des systèmes de mobilité des personnes et des biens plus performants, plus sobres aussi et plus décarbonés, le développement des énergies renouvelables thermiques et électriques, le soutien également aux filières industrielles à faible empreinte écologique, notamment les grands enjeux de décarbonation de l'industrie de la vallée de la Seine, et puis enfin l'adaptation au changement climatique et la résilience territoriale, qui est une nouvelle thématique que nous avons ajoutée cette année. Dans la diapo suivante, je vous présente les grandes caractéristiques des projets. Donc les projets qu'on accompagne généralement sont des projets qu'on peut ranger dans 3 grandes catégories. Donc première catégorie, ce sont les projets qui sont intrinsèquement interrégionaux et qui ont un périmètre qui va être à cheval sur les deux régions et qui vont valoriser des échanges entre ces deux territoires, que ce soit des flux de matière, des flux d'énergie ou des flux de personnes, ou bien des projets qui vont s'appuyer sur une maîtrise d'ouvrage interrégionale, qui vont mettre en œuvre des actions qui vont répondre à des problématiques ou des enjeux soulevés par les deux régions. Deuxième catégorie de projets, ça va être des projets qui ne sont pas nécessairement interrégionaux, mais qui vont présenter une coordination ou en tout cas mobiliser une expertise interrégionale sur l'ensemble du territoire Vallée de la Seine. Et enfin, troisième catégorie de projets sont les projets dont le contenu ou le périmètre n'est là encore pas encore complètement interrégional, mais qui sont susceptibles d'être complémentaires ou à tout le moins reproductibles d'un territoire à l'autre ou d'une région à l'autre. En termes concernant la typologie des projets éligibles, donc compte tenu du budget dont nous disposons dans le cadre de cet AMI, nous avons fait le choix avec les partenaires de privilégier en fait d'accompagner des projets relatifs à des études qui vont soit contribuer à accroître la connaissance sur un certain nombre d'enjeux ou de thématiques spécifiques à la vallée de la Seine, ou bien des études qui vont aider à préfigurer des projets d'investissement. Donc des études de faisabilité, des études de préfiguration opérationnelle, comme on a pu l'avoir par le passé, le développement d'outils méthodologiques ou encore la réalisation d'exercices de scénarisation prospective à moyen, long terme, qui vont aider à la décision pour les décideurs politiques et économiques. Et deuxième catégorie de projets, donc, qui vont passer plutôt par une sélection vraiment au cas par cas, où là on va accompagner aussi des projets de développement de prototypes ou de démonstrateurs pilotes ou de pré-prototypes ou de pré-démonstrateurs relatifs à des infrastructures ou des équipements, mais aussi des logiciels ou des outils numériques de manière générale. Et enfin, dernier point sur la dimension financière de ces projets. Jusqu'à présent, nous avons accompagné des projets dont le coût total variait entre quelques centaines de milliers d'euros à un peu moins d'1 million d'euros.
Donc, ce sont des projets collaboratifs avec un fort ancrage territorial qu'on va accompagner. Donc, ils vont mobiliser des ressources et des compétences sur l'ensemble du territoire de la vallée de la Seine, mais bien évidemment, des acteurs en dehors de la vallée de la Seine peuvent rejoindre les consortiums des projets accompagnés, qui vont donc mener des expérimentations, des études locales, régionales, interterritoriales à différentes échelles au sein de la vallée de la Seine, et qui par construction vont associer et vont mobiliser des acteurs très divers et qui seront tous éligibles en fait à nos aides, que ce soit des entreprises, des collectivités territoriales, des pôles de compétitivité, des fédérations professionnelles, les chambres consulaires, les établissements publics et les associations. Donc toutes les dépenses sont a priori éligibles, à l'exception bien évidemment des dépenses de personnel, de fonctionnaires qui ne sont éligibles ni aux aides de l'ADEME ni aux aides des régions. Voilà, j'ai été très rapide, c'était le cahier des charges demandé, mais sachez que vous pouvez consulter dès maintenant la page internet de l'AMI, donc qui est consacrée à la présentation de l'AMI. Vous y retrouverez le règlement de l'AMI que je vous invite vraiment à lire, et puis l'ensemble des documents, des pièces constitutives du dossier de candidature que vous pouvez déposer directement sur la plateforme Agir pour la transition. Voilà. Et puis vous avez à droite également un site VDSEN qui a été mis en place par les partenaires du CPUR et qui recense l'ensemble des informations voilà, générales sur toutes les démarches relatives à la vallée de la Seine. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je crois que je reste disponible pour vos questions en fin de webinaire. Merci Thibaut pour toutes ces informations. Je vais maintenant donner la parole à BPI France. Avant de poursuivre, je tiens à rappeler que en tant que participant, si vous avez des questions concernant tous ces sujets que l'on va aborder aujourd'hui, n'hésitez pas à nous les poser en cliquant sur l'icône dédiée. Je vais maintenant donner la parole à Alicia Sorel, responsable accompagnement Île-de-France de la BPI. Merci beaucoup. Bonjour Sandy, bonjour à tous. Je suis ravie d'avoir été invitée et de pouvoir échanger avec vous sur un dispositif qu'on met en place en partenariat avec l'ADEME, qu'on a conçu grâce à l'expertise de l'ADEME, qui est le diagnostic écoflux. Alors, en quelques mots, peut-être pour vous donner des éléments de contexte, en fait, c'est un diagnostic qui s'inscrit dans ce qu'on appelle notre plan climat. Donc, on a une ambition assez importante depuis 1 an et demi maintenant chez BPI France, c'est de devenir la banque du climat. Donc, concrètement, ça signifie aider les dirigeants de PME et de TI à mettre le pied à l'étrier sur les sujets de transition, à les sensibiliser et à les aider surtout à se lancer dans des actions concrètes. Puisque je vous ai mis un petit rapport d'une étude qu'on a fait il y a quelques temps maintenant. Alors, c'était pré-Covid, donc ça a un peu évolué, mais on s'est rendu compte qu'il y avait une grande différence entre, quelque part, la proportion des dirigeants nous indiquant être conscients de l'urgence climatique, donc c'est à peu près 80% des dirigeants de PME, mais quand on leur pose la question et par suite, est-ce que ça fait partie la transition énergétique et écologique de votre plan stratégique, il y en a seulement 30% qui nous disent l'inscrire dans le top 3 de leurs priorités. Et en fait, ça s'explique pour 3 principales raisons que vous partagez d'ailleurs peut-être. La première raison, c'est que encore faut-il trouver les technologies et les alternatives qui existent sur le marché. Une grosse question, par exemple, pour les transporteurs. Encore faut-il réussir à convaincre sa banque, ses investisseurs de financer cette transition qui parfois n'a pas sur un retour sur investissement tout de suite et immédiat. Et puis, troisième point, ça a un peu évolué, mais les dirigeants ne mesurent pas toujours bien l'effet que ça peut avoir en termes de reconnaissance client, en termes un peu marketing. Donc, par rapport à ça, on a conçu tous nos accompagnements, dont le diagnostic écoflux que je vous mentionnais, avec une approche vraiment, on va dire, un peu business, c'est-à-dire qu'on va chercher à faire en sorte que votre stratégie de transition, elle soit corrélée à un ROI, un retour sur investissement financier ou marketing. Et tous ces accompagnements, donc très concrètement, ils vont se déployer dans la mise en transition des entreprises sur nos 3 grands cœurs de métier, donc l'accompagnement que je représente,
le financement et l'investissement. Et c'est des budgets assez conséquents puisque, en fait, on va être en France l'un des principaux opérateurs du Green Deal. Donc, c'est à peu près 20 milliards qu'on va opérer dans les années à venir pour vraiment accélérer cette transition du tissu économique. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat sur ce sujet-là. Je vous renverrai l'étude qu'on a faite et qui met en exergue ces constatations. Et puis pour rentrer dans le vif du sujet et dans le concret des choses, je vous propose de vous parler de notre diagnostic Ecoflux. Donc il y a un diagnostic qu'on a lancé avec l'ADEME il y a à peu près un peu plus d'1 an maintenant. C'est déjà un beau succès puisque on en a réalisé bientôt 800 sur tout type de taille d'entreprise, partout en France, tout secteur d'activité. Je vais vous en dire plus. Et avant toute chose, parce que c'est un diagnostic, si vous voulez, qui a cette approche que je vous mentionnais de ROI financier. Très concrètement, donc on a sélectionné en partenariat avec l'ADEME un certain nombre de bureaux d'études qui sont externes à Bpifrance, qui sont des petits bureaux d'études spécialistes de ces sujets et qui vont travailler en partenariat avec nous. Ce bureau d'études qui a été sélectionné pour vous va envoyer l'un de ses ingénieurs dans le lieu d'activité principal de votre entreprise. Donc, ça peut être, je vous dis, on a fait sur tous les sujets. Donc, ça peut être une unité de production, vraiment une usine. Ça peut être un restaurant, un hôtel, des locaux commerciaux, un magasin. Ça peut même être une péniche. On en a fait sur des péniches. Donc, c'est vraiment extrêmement diversifié. Cet ingénieur, en tout cas, va se rendre dans vos locaux et pendant une demi-journée, il va relever tout un tas d'indicateurs et de données qui vont lui permettre de faire un audit, donc concrètement de mesurer la consommation du lieu considéré sur 4 grands sujets. Donc, ça va être la consommation en énergie, en eau, en matière et en déchets. Donc, énergie, eau, je pense que ça parle à tout le monde. Matière, ça peut être par exemple dans un hôtel, tout ce qui va être lié au petit déjeuner. Et puis déchets, voilà, ça parle à tout le monde également. Donc, l'ingénieur vient dans votre entreprise. Au bout d'1 mois, 1 mois et demi, il vous partage la mesure de cette consommation sur ces 4 grands flux. Et surtout, il vous propose une liste de recommandations. On va les détailler juste après. Une liste de recommandations, certaines ne nécessitant pas d'investissement, d'autres nécessitant des investissements, avec à chaque fois une évaluation de ce que ça peut vous faire gagner en termes de réduction de charges d'exploitation et aussi de comment vous pouvez les financer. Et puis, dernière étape, parce qu'on sait que souvent le bas qui blesse chez les PME et les ETI, c'est que avant toute chose, il n'y a pas le temps, il n'y a pas le temps, il n'y a pas le temps. Donc, ce consultant va continuer à vous accompagner pendant 1 année au total avec des points réguliers tous les trimestres pour s'assurer que les actions que vous avez choisi de mettre en place se concrétisent réellement pour donner des petits coups de main s'il y a besoin voilà, d'identifier certains fournisseurs ou autres. Et au bout d'1 an, on réalise une étude d'impact pour savoir si les actions ont porté leurs fruits ou pas. Donc voilà, 3 grandes étapes. Première étape, on mesure la consommation de votre lieu d'activité privilégié en énergie, en eau, en matière et en déchets. À partir de là, on définit une liste d'actions très concrètes et sur 1 an, on vous aide à déployer ces actions avec une étude d'impact à la fin. Et vous l'avez sur le slide. Aujourd'hui, je vous disais, on a réalisé à peu près 800 diagnostics là, à ce jour et on estime qu'il y a une réelle économie d'à peu près 200 € par an et par salarié travaillant sur le site. Alors, ça reste une moyenne. Il y a des écarts importants entre une usine et des locaux commerciaux, mais en tout cas, c'est quand même quelque chose de significatif. Si on peut passer, Sandy, sur la prochaine slide, ça me permettra voilà, de vous donner 2 exemples concrets. Donc là, typiquement, c'est un exemple sur un hôtel où on a recommandé, vous voyez, par exemple, des choses du type donc adapter les puissances souscrites. Ce qu'on constate très souvent, c'est que entre le maximum de puissance que vous avez négocié avec votre fournisseur d'électricité et votre consommation réelle, il y a un écart souvent qui vous permet en fait de renégocier potentiellement votre contrat d'électricité à la baisse et à cette occasion, pourquoi pas, de souscrire auprès d'un fournisseur vert.
Mais vous voyez, par exemple, ça, c'est quelque chose qui est analysé par nos consultants via ce qu'on appelle, si certains sont connaisseurs, les points 10 minutes, mais ça ne coûte rien et ça vous fait tout de suite gagner en économie d'énergie et d'argent. Voilà, il y a d'autres petites choses comme là, par exemple, optimiser le fonctionnement du sauna, régler des températures, éteindre la VMC la nuit, donc des choses très concrètes qui ne coûtent rien, qui sont de l'ordre des éco-gestes également. Et il y a d'autres suggestions qui peuvent être faites qui vont plus loin. Donc là, en l'occurrence, c'est suggestion de mise en place de panneaux solaires où on va faire une étude de faisabilité, déjà estimer un premier budget pour que vous puissiez mesurer ce que ça peut comment ça peut impacter votre entreprise. Et à chaque fois, vous le constaterez sur la slide, on essaye, comme on travaille aussi avec l'ADEME et donc on a connaissance de toutes les aides, de tous les AMI qui sont lancés, on essaye aussi de flécher ces besoins d'investissement vers des financements spécifiques, des subventions, mais aussi par exemple, nous, côté BPI France, vers ce qu'on appelle le prêt vert qu'on met en place, qui est un prêt à taux bonifié sur du très long terme avec du différé de remboursement. Donc voilà un premier exemple sur un hôtel, un deuxième exemple plutôt sur une unité de production, voilà, donc une usine. Donc là, on va être sur des choses plus spécifiques. Alors très souvent, ça va être voilà, l'identification de fuites d'air comprimé, de fuites d'eau, des sujets liés par exemple à la standardisation des palettes pour s'assurer qu'elles s'inscrivent bien dans des filières de recyclage. Ça peut être proposé aussi de mettre en place un condenseur de déchets ou des sujets d'osmoseur dans les sanitaires. Donc, vous voyez, on touche vraiment tous ces sujets, énergie, eau, matière et déchets. Et pour terminer, en espérant que ça vous aura convaincu qu'on est vraiment sur une approche très pragmatique, très concrète, avec des actions qu'on peut mettre en place à court terme. Comment on peut bénéficier de ce diagnostic? C'est très simple. En tout cas, en Ile-de-France, ça passe par mon équipe de chargés d'affaires accompagnement. C'était un diagnostic qu'on a voulu vraiment très, j'allais dire, démocratique et large, puisque vous l'aurez compris, en fait, il n'y a pas de minimum de chiffre d'affaires ni de maximum de chiffre d'affaires pour y être éligible. C'est vraiment pour toute société. Ce qui va importer, c'est le fait que voilà, vous soyez sur un site qui généralement emploie entre 20 et 250 salariés. Au cas par cas, selon les régions, ce qui a été négocié avec nos partenaires, on peut tout à fait quand même regarder pour des sites qui ont moins de 20 ETP ou plus de 250 ETP. Donc vraiment, ne vous censurez pas si ça vous intéresse. Je vous invite vraiment à déposer une demande en ligne ou à me contacter en direct. Je vous ai mis mon mail et mon téléphone. Alors, si vous pouvez plutôt privilégier le mail, ça m'arrangerait. Mais en tout cas, voilà, on est vraiment à votre disposition pour aussi faire des échanges de 30 minutes avec vous en visio pour bien vous expliquer tous les tenants et les aboutissants. Et en termes de tarifs, donc vous l'aurez compris, c'est subventionné en grande partie et le restant à charge est quand même vraiment voilà, limité puisqu'on est soit sur du 2 000 € hors taxe, soit sur du 3 000 € hors taxe, qui est à mettre en perspective, comme je vous le disais, par rapport aux économies financières qu'on estime être gagnées par suite. Voilà, je pense que je suis dans les temps, Sandy. Très bien. Merci beaucoup, Alicia. Parfait. C'était très clair. Je vous mets le lien de l'étude et ce diagnostic dans la conversation et mes contacts. Donc, n'hésitez pas si ça vous intéresse pour creuser le sujet. Parfait. Merci, Alicia. Merci. Je vais très rapidement passer la parole à Grégory Fauveau, responsable du pôle économie circulaire et déchets Île-de-France, qui va notamment aborder avec nous les dispositifs portés avec les CCI dans un premier temps et ensuite les dispositifs économie circulaire déchets actuellement ouverts au sein de la direction régionale. Grégory, je te donne la parole. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais intervenir sur deux sujets. Le premier qui est une suite tout à fait logique en fait de l'intervention précédente d'Alicia de la BPI, qui est une nouvelle illustration du travail que l'on mène en collaboration avec l'ensemble des acteurs sur le territoire. Effectivement, c'est une action forte que l'on porte, avoir un travail conjoint, cohérent et articulé
avec différents acteurs qui sont susceptibles d'accompagner les entreprises en particulier, mais également parfois les collectivités. C'est le cas pour BPI. Et là, je vais vous évoquer notamment une opération avec la Chambre de commerce concernant l'accompagnement d'entreprises sur un certain nombre de sujets. L'objectif de ces opérations, ça reste toujours au-delà de ce travail conjoint, d'essayer d'apporter des solutions techniques et très opérationnelles sur le terrain, et puis d'apporter une information qui permettra à l'entreprise de trouver non seulement des solutions dans l'instant, mais également d'identifier des opportunités ensuite, que ce soit en termes de développement ou de nouveaux financements. J'ai mis tout de suite sur la diapo, et ça va vous être transmis, le lien sur l'action en question, qui consiste en assez simplement faire un travail auprès des entreprises du territoire d'information et de sensibilisation autour non seulement des enjeux qui les concernent, mais pas uniquement sous un angle environnemental, mais également évidemment, et c'est le nerf de la guerre, sur des questions économiques ou de marché. Et donc avoir cette information et cette sensibilisation qui tourne autour de l'organisation de webinaires, de temps d'échange, de réunions collectives qui peuvent être délocalisées ou localisées sur des territoires plus précis. Ça, c'est organisé par la Chambre de commerce sur l'ensemble de la région. Un deuxième temps qui relève plutôt d'accompagnement plus précis et technique en fonction du besoin de l'entreprise et d'un échange qui aura pu avoir lieu entre un conseiller de la chambre de commerce et l'entreprise elle-même. Je viendrai ensuite, pas tout de suite, mais sur la diapo suivante, sur les types d'accompagnement. Et puis un dernier aspect qui a paru important dans les échanges, c'est la manière dont on faisait la promotion et la dissémination de ces actions, pour deux raisons. La première, c'est comment engager le plus d'entreprises dans ces démarches. Et ça a un intérêt pour celles qui se sont déjà engagées, parce qu'elles peuvent trouver des clients fournisseurs engagés ou des partenaires avec qui travailler, qui partagent les mêmes objectifs. Mais également comment on peut outiller et aider celles qui se sont engagées à communiquer et promouvoir aussi leurs actions, et donc mettre en avant finalement les démarches dans lesquelles elles se sont engagées. C'est une manière aussi d'avoir une approche marketing un peu plus efficace. Alors quel type d'actions sont proposées au niveau de la Chambre? Alors ce sont, pour ce qui est de la partie accompagnement individuel, on a toute une possibilité d'accompagnement qui a été identifiée. Tous ne sont pas mis ici. Vous voyez que ça couvre un champ assez large des sujets de la transition écologique et énergétique. On voit par exemple sur les questions énergétiques un focus, si c'est identifié en fonction de l'activité de l'entreprise, par exemple sur la faisabilité pour de la récupération de chaleur fatale. C'est pas forcément le plus courant, mais je parle de ce sujet parce que ça a une incidence assez forte sur d'autres domaines de l'économie circulaire et des déchets. Je pense à l'écologie territoriale. Mais on a des sujets également très précis sur les déchets, notamment les questions d'éco-conception. Comment on peut travailler sur ces produits et services, optimiser la consommation de matière sur ces produits et diminuer ses impacts, ou des choses beaucoup plus larges autour de la RSE, de l'adaptation au changement climatique, et voire même des accompagnements qui vont jusqu'à la question de certains labels tels Imprime Vert dans le secteur graphique ou d'autres sujets. Sur ce type d'accompagnement, globalement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est à peu près 6 jours d'accompagnement individualisé qui permettent d'avancer, de proposer des solutions. Cet accompagnement, il est précis sur un domaine, mais il se fait aussi en articulation et en identification évidemment par le conseiller de la Chambre avec les autres actions qui peuvent être portées par des partenaires. Et donc, ça permet d'articuler et de renvoyer vers, pourquoi pas, les dispositifs de la BPI s'ils sont pertinents, d'autres dispositifs de l'ADEME, mais également des dispositifs que porte la région, par exemple, et donc de créer comme ça une offre qui est adaptée et en même temps évolutive.
On est sur en termes de tarifs, globalement, c'est à peu près 50% de financement qui a été proposé et c'est 2 000 € l'accompagnement proposé. Mais il faudra voir au niveau de la chambre ce qu'il en est en fonction des typologies d'entreprises. Donc ça, c'est sur les aspects accompagnement proposés par la Chambre de commerce et vous avez le lien. Je vais passer plutôt de manière plus générale, en tout cas, sur les accompagnements de l'ADEME. Donc là, j'ai juste mis une petite diapo pour faire quelques rappels. La première information, c'est aller sur la plateforme Agir pour la transition, pour pouvoir identifier quels sont les dispositifs sur les sujets économie circulaire et déchets qui peuvent vous correspondre. Vous avez un petit moteur de recherche qui permet de faire ça en fonction de votre situation en tant qu'entreprise, collectivité, association, laboratoire, et puis de cerner même dans le domaine de l'économie circulaire et des déchets quels sont les sujets qui peuvent vous intéresser. Et si ce n'est pas l'économie circulaire, d'autres sujets de la transition écologique. Donc ça, c'est la première étape vraiment pour aller identifier ces dispositifs. Je n'ai pas listé ces dispositifs pour la simple et bonne raison qu'il y en a énormément et qu'il en sort régulièrement, donc notamment par le biais de nouveaux appels à projets qui sont proposés sur la plateforme, en complément des aides en direct qui sont d'ores et déjà identifiées. Donc quelques exemples de sujets, c'est ceux que j'ai mis ici. On peut trouver des choses autour de l'éco-conception, de l'économie de la fonctionnalité, qui est une dimension particulièrement intéressante en termes de nouveaux modèles économiques pour les entreprises, de façon à pérenniser son activité. Des sujets autour des déchets, autour du réemploi, de la réparation. Un gros sujet évidemment autour des plastiques, de l'incorporation de matières plastiques ou du recyclage des plastiques, etc. Donc ça, c'est tous les sujets qu'on peut trouver au niveau de l'accompagnement. Sur les types de financement, on retrouve très classiquement les études, les investissements et en termes de cible, évidemment, on s'adresse peu ou prou à tous les acteurs, par contre avec des taux d'aide qui peuvent être différenciés en termes de taux d'aide maximum. Là, j'ai fait un tour très général parce que je sais qu'on est en temps limité. Donc, si j'avais une recommandation avant de céder la parole, c'est aller sur la plateforme pour déjà faire une pré-identification des sujets qui vous intéressent ou des domaines qui seraient susceptibles d'être financés par l'ADEME. À partir de là, regardez sur la plateforme le cahier des charges et les éléments d'information nécessaires. Et ensuite, vous pouvez nous contacter de façon à ce qu'on puisse éventuellement vous guider et aboutir au dépôt d'un dossier qui se fait directement sur la plateforme en ligne avec un accusé-réception actant de votre demande d'aide officielle. Je cède la parole pour la suite sur, je crois, l'innovation dans les systèmes énergétiques. Merci Grégory. Alors oui, effectivement, on va maintenant aborder trois dispositifs, trois appels à projets dans le cadre de France 2030 qui vont être présentés par Valentine Santis, notre chef de projet Ville durable et mobilité à l'ADEME niveau siège au national. Avant cette présentation, elle va nous faire une petite introduction du cadre dans lequel s'intègrent ces trois appels à projets, le cadre France 2030 bien entendu, et une petite présentation également de la stratégie ville durable et bâtiments innovants. Valentine, c'est à toi. Oui, bonjour à tous. Merci Sandy pour l'introduction. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui les appels à projets de la stratégie ville durable et bâtiments innovants où l'ADEME est opérateur pour le compte de l'État dans le cadre du programme France 2030. Donc tout d'abord, une rapide présentation du programme France 2030. Donc c'est plus de 50 milliards d'euros déployés sur 5 ans. 10 objectifs qui sont représentés sur cette slide et qui sont divisés en 3 catégories: mieux produire, mieux vivre et mieux comprendre, avec notamment l'enjeu central de la décarbonation de nos activités, avec 2 sous-programmes qui le composent pour réaliser des investissements dans les secteurs d'avenir avec l'ensemble des acteurs de la filière. Donc d'abord le programme financement structurel, avec notamment le concours d'innovation, concours Innov et IDEMO, publié sur BPI France. Donc très rapidement, le concours innovation,
sont concernés des PME avec des projets de 1 à 5 millions. La vague 9, elle est en cours d'instruction et la vague 10 devrait sortir à peu près entre juin et juillet de cette année avec 2 grandes thématiques. D'abord, transport, ville, bâtiment durable et la deuxième, énergie, ressources, milieu naturel. Et donc ensuite, après les concours innovation et concours IDEMO, il y a les programmes de financement dirigés dans des stratégies d'accélération spécifiques, comme celle de la ville durable et bâtiments innovants qui nous intéresse aujourd'hui. On peut passer à la slide d'après. Merci Sandy. Donc, plusieurs stratégies découlent du programme France 2030. Donc, aujourd'hui, on va se concentrer sur la stratégie ville durable et bâtiments innovants. Son objectif, c'est d'accompagner la culture de la construction durable et les territoires pionniers dans ce domaine, tout en valorisant la formation et l'écosystème d'experts sur ces sujets pour positionner bien sûr la France comme modèle de la construction sobre et durable. Pour le moment, cette stratégie comprend 3 appels à projets. L'ensemble de ces AAP sont disponibles sur le site Agir. D'ailleurs, vous avez l'ensemble des liens sur cette slide. L'AAP système constructif bois, l'appel à projet mixité pour la construction bas carbone, et l'appel à projet soutien à l'innovation dans les systèmes énergétiques et traitement de l'air du bâtiment, donc l'AAP CEPAC. À savoir aussi qu'il va y avoir prochainement un nouvel AAP qui va sortir un courant fin mai, début juin, concernant le soutien à l'innovation dans la construction avec plusieurs thématiques, notamment les essais incendie bois, les règles de l'art par rapport aux matériaux bio géosourcés, le feuillu et d'autres thématiques qui vont arriver jusqu'à la fin de l'année. On va commencer par l'appel à projet CEPAC. Donc son objectif, c'est vraiment de soutenir les innovations permettant de répondre aux enjeux de réduction des consommations énergétiques et de décarbonation du bâtiment sur les usages, suivant chauffage, rafraîchissement, production d'eau chaude sanitaire et traitement de l'air. À savoir que cet appel à projet, il a été ouvert en fin d'année dernière. Il y a eu un premier relevé. Et le prochain relevé, c'est donc le 15 juin, avec un dernier relevé le 14 octobre. Pour ces AAP, il y a un besoin d'avoir des démonstrateurs pour venir tester la solution correspondant aux thématiques. Mais on rappelle bien que les projets de construction ou de rénovation d'un bâtiment de manière globale ne sont pas éligibles à cet appel à projet. Donc les projets qui sont attendus, c'est par exemple des projets de pompe à chaleur avec toujours un critère d'innovation très très fort, des systèmes énergétiques intégrant des ENR, des systèmes de ventilation pour maîtriser la qualité de l'air, la température, l'humidité et l'épuration de l'air aussi par exemple. Avec vraiment l'idée que les porteurs de cette solution portent et aussi la commercialisation de cette solution pour avoir une notion de réplicabilité qui soit forte à l'échelle nationale. Ensuite, concernant l'appel à projet mixité, on peut passer à la slide suivante. Donc pareil, hein, les dates des prochaines clôtures sont les mêmes avec le prochain relevé qui a lieu le 15 juin, avec le dernier relevé le 14 octobre. Et son objectif, c'est de soutenir les innovations qui permettent le développement de solutions mixtes, associant donc soit le matériau bio-géosourcé avec d'autres matériaux type béton, acier ou verre, ou matériaux bio-géosourcés avec un autre matériau bio-géosourcé, et plus globalement lié au système constructif de seconde œuvre, donc réseau, câblage, étanchéité. De la même façon que pour la AAP CEPAC, un démonstrateur est obligatoire pour venir mettre en œuvre et tester la solution. Et encore une fois, les projets de construction ou de rénovation de bâtiments de manière globale ne sont pas éligibles à cet appel à projet. Les projets qui sont attendus, donc ce sont bien sûr des projets qui sont mixtes, avec des projets qui soient assez matures, avec des TRL attendus au niveau 7, donc c'est-à-dire avec déjà une preuve de concept qui est faite, avec toujours l'idée à la fin de projet d'avoir une commercialisation de la solution. Oui, on peut passer maintenant à la slide suivante. Merci Sandy. Donc, de manière générale, sur ces 2 AAP, les bénéficiaires cibles sont des entreprises seules ou en collaboration. Les versements des aides se fait de manière classique avec une avance à notification au moment de la contractualisation d'au moins 15% de la somme totale de l'aide qui sera versée. Ensuite, des versements intermédiaires qui sont fixés à chaque étape clé. Et enfin, le versement de solde à la fin de projet qui représente 20% de l'aide totale avec pour chaque versement la vérification toujours de la règle de 1 € d'aide
pour 1 € en capitaux propres en cumulé à vérifier. Ce sont des aides qui sont versées avec un mix entre subventions et avances remboursables, donc qui va être regardé en fonction des majorités des tâches qui soient soit recherche industrielle, soit développement expérimental et protection de l'environnement. Chaque partenaire doit porter au moins 300 000 € de dépenses éligibles pour justifier son implication en tant que partenaire. Et le coût total, donc pour les projets portés par PME ou des projets collaboratifs, ça doit être de 0,6 millions d'euros au moins. Et pour les projets portés par les grandes entreprises, d'au moins 2 millions d'euros minimum. En ce qui concerne les modalités de financement, donc là, on est vraiment sur des projets d'innovation, donc ça va être tous les régimes d'aide recherche industrielle, développement expérimental ou protection de l'environnement. Donc pour les acteurs économiques, les taux sont donc affichés sur cette slide en fonction du statut de l'acteur, si c'est petite, moyenne ou grande entreprise, avec une possibilité d'augmenter de 15 points ces taux-là si c'est un projet collaboratif. Pour les acteurs non économiques, comme par exemple les établissements de recherche ou les activités qui relèvent des prérogatives de puissance publique, les aides proposées vont de 100% à 50% en coûts complets ou en coûts marginaux, suivant le type d'acteur, et ce sont des financements qui sont faits en subvention. On va maintenant passer au dernier appel à projet qui va être présenté dans cette stratégie, l'appel à projet système constructif bois, dont le cahier des charges va d'ailleurs être très prochainement mis à jour sur la plateforme Agir directement. Donc les mêmes dates que précédemment, hein, prochain relevé le 15 juin avec le dernier le 14 octobre, en sachant qu'il y a eu un relevé supplémentaire puisqu'il est ouvert depuis fin d'année dernière, avec déjà une dizaine de projets qui ont été lauréats pour la première vague. Donc la spécificité de cet appel à projet, c'est qu'il n'est pas uniquement ouvert à des projets d'innovation, mais également à des projets d'industrialisation. Donc son objectif, c'est vraiment de relocaliser et revaloriser la filière bois en France pour répondre à la demande du marché et lutter contre l'importation. Donc les projets qui vont être attendus, par exemple pour les projets d'aide à l'investissement et d'industrialisation, ça va être des projets d'augmentation de capacité, des projets de création d'usines pour la construction bois, type gros œuvre et second œuvre dans le bâtiment, des productions aussi de matériaux biosourcés, typiquement comme des isolants. Et on va aussi avoir des projets d'innovation avec donc des solutions innovantes de systèmes constructifs bois, avec toujours des solutions qui soient commercialisables pour être répliquées à minima à l'échelle nationale en fin de projet. Avec un point d'attente quand même particulier par rapport aux ressources. Donc sont ressources prioritaires le feuillu, le bois déclassé, le gros bois et les ressources biosourcées autres que bois, avec un très très fort caractère au niveau local. Par rapport à la coordination du projet, ce qui est attendu, donc le coordinateur du projet ou le porteur dans le cas d'un projet monopartenaire doit être une entreprise, notamment industrielle de première ou seconde transformation du bois, des autres biosourcés, de la construction, de la rénovation. Je pense qu'on peut passer à la slide suivante, Sandy, s'il te plaît. Merci. Dans le cadre d'un consortium, les projets devront avoir au plus 5 partenaires. Il peut y en avoir plus, mais il faudra vraiment que ce soit justifié. Chaque partenaire doit porter au moins 400 000 € de dépenses éligibles pour justifier son implication. Et le montant global doit être de 2 millions d'euros. Et donc là, voilà, je l'ai mis à jour parce que ce sera mentionné dans la mise à jour du cahier des charges, sauf pour les départements d'outre-mer où là, le montant minimum sera de 2,5 millions d'euros. Le montant minimum sera plus faible. Par rapport aux aides accordées, donc pour les acteurs économiques, elles sont modulées entre subventions et avances remboursables, mais cette fois-ci, les pourcentages sont fermes, c'est 60% de subventions et 40% d'avances remboursables. Par rapport aux régimes d'aide qui sont utilisés, donc il y a 2 grandes typologies de projets. Pour les projets d'innovation, ça va être les taux classiques de recherche industriel et développement expérimental, donc RDI, en fonction du statut du porteur et du partenaire, avec la possibilité toujours de pouvoir augmenter de 15 points
pour les projets collaboratifs. Et puis, il y a les projets d'industrialisation, dont là, le régime qui va être utilisé, ça va être le régime relance durable qui a été publié le 21 avril 2022, donc très récemment, dont l'objectif, c'est de financer tout ce qui va être actif incorporel et corporel productif. Donc, par exemple, des équipements productifs, de machines pour la construction d'une scierie, par exemple, avec un plafond de ce régime à 10 millions par entité. En sachant également que les pourcentages de financement pour les projets d'industrialisation, ils vont être modulés avec la possibilité de rajouter 10% s'il y a un engagement sur un taux de contractualisation bois minimum de 30% à l'horizon 2025 pour l'approvisionnement global de l'entreprise en bois rond, rondin et sciage, ou si le projet n'est pas concerné par cette spécificité. Ensuite, très rapidement, par rapport aux acteurs non économiques, donc c'est exactement comme présenté précédemment, avec en fonction du type d'acteur, des aides en subvention proposées à 100% ou 50% coûts complets ou coûts marginaux. On peut passer à la slide suivante. Donc là, c'est vraiment l'idée de vous montrer les critères de sélection de manière globale pour obtenir un financement PIA 4. À noter que ces critères d'éligibilité sont les mêmes, que ce soit un acteur économique ou non économique. Donc, il y a d'abord le caractère innovant. Donc, on va vérifier qu'il y ait des verrous à lever, un benchmark, un état de l'art avec la concurrence, avec une petite spécificité toujours pour l'appel à projet système constructif bois qui, lui, est également ouvert à des projets d'industrialisation. On va avoir la vérification de la capacité financière et organisationnelle du porteur. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, la règle à minima de 1 euro d'aide pour 1 euro de capitaux propres en cumulé. Donc, il faut anticiper les versements futurs, comme proposer un plan de financement avec potentiellement des levées de fonds et des perspectives concrètes pour assurer à bien le financement du projet. Il y a aussi l'impact social, donc c'est-à-dire l'impact du projet sur l'économie française. On peut se poser par exemple la question est-ce que des emplois vont être créés? Quelle est la localisation des sous-traitants? Est-ce que ce sont des produits français qui sont utilisés? À quel pourcentage, etc. Ensuite, le critère de réplicabilité. Donc là, c'est vraiment l'idée de pouvoir généraliser à minima à l'échelle nationale le projet, avec toujours cette idée de bien commun qu'il y a derrière pour pouvoir représenter au mieux la contribution qui est envisagée dans le projet à l'ensemble des acteurs à minima de la filière. Ensuite, le critère d'incitativité de l'aide. Donc, toute dépense réalisée avant la date du dépôt de dossier ne sera pas éligible. Ce critère permet de mesurer le niveau de besoin d'aide pour réaliser le projet du côté du porteur. À savoir également que pour le régime relance durable, aucune aide pourra être donnée pour des tâches avant sa publication, c'est-à-dire le 21 avril 2022. Et enfin, les impacts environnementaux avec la rédaction de grilles d'impact visant à évaluer la participation à la réduction des gaz à effet de serre, la participation du projet à la transition écologique. C'est important d'avoir des exemples concrets avec notamment des chiffres avec la tonne de CO2 équivalente évitée pour pouvoir évaluer l'impact environnemental du projet. Et pour finir, l'impact économique du projet avec des business plans et des prévisions financières, d'avoir en fait le schéma économique global du projet. Enfin, par rapport au process, donc comment se passe un dépôt de dossier pour ces AAP? Donc il y a plusieurs étapes. La première consiste à ce que le porteur nous contacte pour nous transmettre l'annexe 2, c'est l'annexe qui va permettre d'organiser la réunion de pré-dépôt. Elle doit être envoyée au moins 2 jours avant la réunion de pré-dépôt et plus généralement, elle doit être envoyée 1 mois avant la clôture. Donc typiquement, pour la clôture du 15 juin, il faut que les annexes 2 nous soient envoyées au plus tard le 15 mai. Cet échange lors de la réunion de pré-dépôt, ça nous permet d'avoir une première présentation du projet par le porteur, de répondre aux différentes questions qu'on pourrait avoir et de pouvoir vérifier en fait tout simplement l'éligibilité du projet. Ça nous permet de pouvoir vérifier ça avant de passer à l'étape de dépôt.
Ensuite, la seconde étape, si lors de la réunion de pré-dépôt, on a été favorable pour un dépôt, c'est donc de déposer le dossier directement sur la plateforme Agir. Alors se déroule le process d'instruction avec à la clé la décision ou non d'un financement. Donc, il faut savoir que le processus d'instruction, il faut compter à peu près minimum 3 mois. Pour instruire un dossier. Et si le projet est retenu, ça donnera suite à l'étape de contractualisation, puis à l'étape de suivi avec des vérifications à chaque étape clé qui a été mentionnée sur mesure par rapport aux besoins du projet. Et à savoir aussi, bien sûr, que chaque étape décisionnaire est prise avec le comité de pilotage qui est composé donc des différents ministères compétents, du SGPI et de personnes qualifiées. Voilà, et je crois que c'est la dernière slide avec l'ensemble des liens et des contacts directement pour ces appels à projets. Voilà, merci beaucoup et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci Valentine. C'était très complet. J'espère qu'on va avoir plein de candidatures déposées, plein de dépôts sur Agir. Oui, c'est On va maintenant passer à la session de questions-réponses. Je crois qu'on a eu pas mal de questions pendant le webinaire. Je vous laisse les traiter. Alors, je vous laisse qui veut prendre la parole là sur les questions qui ont été posées. Rebonjour, peut-être côté BPI France, je vois qu'il y a eu des questions un petit peu sur les modalités du diagnostic. Donc, pour préciser, qui peut en bénéficier et y souscrire? Donc, c'est un diagnostic qui est ouvert à toute typologie d'entreprise, donc autant des TPE que des PME, que des grandes entreprises. Le seul critère d'éligibilité qu'on va regarder, en fait, c'est le nombre de salariés, donc d'équivalent temps plein, qui travaillent sur le lieu, sur le site qu'on va auditer. Donc, on est sur des sites normalement qui commencent à 20 salariés et jusqu'à 250 salariés travaillant sur le site. Donc ça, c'est quelque chose à retenir. Après, il arrive souvent que des entreprises soient intéressées par le diagnostic et n'aient pas ce minimum de 20 salariés ou aient davantage de salariés que de 250. Et dans ce cas-là, il ne faut vraiment pas hésiter à me contacter pour qu'on regarde la chose au cas par cas, parce qu'il peut y avoir des distinctions selon les régions notamment, et on peut souvent prendre en charge avec des dérogations ou selon les alternatives régionales qui existent ou pas. Donc voilà, normalement, le critère d'éligibilité, c'est le nombre de TP travaillant sur site entre 20 et 250, mais ne vous censurez pas, contactez-moi si vous n'êtes pas dans cette situation et que le diagnostic vous intéresse, on pourra préciser ça ensemble. Merci Alicia. Je veux bien intervenir après. Il y avait une question, je crois, liée aux exigences que l'on peut avoir sur un certain nombre de dispositifs ADEME concernant un préalable, à savoir la réalisation d'études. Je pense que ça fait référence à certains dispositifs pour lesquels une étude de faisabilité, par exemple, est exigée, ou une étude permettant d'avoir un certain nombre d'informations sur l'intérêt environnemental, en tout cas, de l'opération. Et donc, est-ce que les dispositifs portés par BPI peuvent se substituer à cette étude? En fait, si le contenu du dispositif BPI contribue à cette étude, oui, on tient compte de ces éléments. Par contre, les éléments de l'étude ne sont pas forcément... enfin, il peut y avoir des compléments nécessaires. Donc, à ce moment-là, on tiendra compte des éléments déjà identifiés, mais il faudra certainement apporter des éléments complémentaires. Et en général, pour un investissement, il est toujours préférable d'avoir une étude complète. Merci Grégory. Je vais peut-être prendre la suite pour les questions. Donc, par rapport aux cibles pour la PCPAC, entreprise et aussi collectivité, oui, hein, c'est ouvert à des acteurs économiques et non économiques, donc les entreprises, mais aussi les collectivités. Ça peut être un consortium aussi avec plusieurs partenaires. Après, il y avait une autre question.
par rapport aux dépenses éligibles pour les 3 AAP. Donc en fait, les dépenses éligibles, ça dépend du régime d'aide qui est utilisé. Donc notamment pour CEPAC et mixité, ce sont des régimes d'aide de RDI. Donc là, vous allez avoir vraiment toutes les dépenses intrinsèquement liées à la bonne réalisation de la solution d'innovation. Donc ça va être tout ce qui va être coordination de projet, temps homme pour les gens qui vont passer du temps en R&D. Il y a des démonstrateurs aussi qui sont demandés, donc toutes les tâches liées aux démonstrateurs pour pouvoir tester la solution. Encore une fois, la création d'un bâtiment de manière générale n'est pas éligible, mais par contre, les tâches et les travaux qui représentent un surcoût ou un coût par rapport à si ça avait été réalisé sans tester cette solution d'innovation peuvent être pris en compte. Et après, pour les régimes relance durable, là où on va vraiment être sur des projets d'industrialisation pour la SCB notamment, là, ça va vraiment être tout ce qui va être actif corporel et incorporel productif. Donc, typiquement, l'achat d'équipements de machines, là, ça va être éligible, mais pas le reste. On va vraiment être sur les équipements productifs spécifiquement. Et je regarde. Oui, il y avait une dernière question. Suite à la validation de l'éligibilité après le dépôt, combien de temps avons-nous pour déposer le dossier complet? Alors en fait, ça dépend vraiment quand la demande de pré-dépôt est faite et quand la réunion de pré-dépôt est faite, mais au plus tard, c'est 1 mois avant la date de dépôt finale. Donc, vous avez au minima 1 mois entre le moment du pré-dépôt et le moment du dépôt. Merci. Il y a une question, je me permets d'intervenir. Il y a eu une question du Vas-y, public, je Grégory. crois, avec une réponse en direct, mais je voulais quand même revenir dessus. C'est qui on peut contacter pour valider en amont du dépôt les critères d'éligibilité d'un projet. Comme je le disais, il y a vraiment quelques étapes. D'abord, bien prendre connaissance des documents, c'est essentiel, puisque dans les documents qui sont proposés sur la plateforme ou les appels à projets, il y a un certain nombre d'informations véritablement sur les critères d'éligibilité, ce qu'il est et ce qui ne l'est pas. Donc vraiment prendre connaissance de tout ça. Ça a été précisé dans la réponse, il y a une adresse mail générique via la plateforme Agir, mais sachez que cette adresse, elle renvoie directement vers un humain derrière, en direction régionale en général ou au siège selon le dispositif, et qu'il peut y avoir une prise de contact derrière pour préciser quelques points. Je vais peut-être répondre aussi à 2 autres questions qui sont posées. Donc, je crois une première question sur le cadre juridique dans lequel s'inscrivent les interventions de BPI-France. Donc, est-ce qu'on est soumis aux minimis, au régime d'aide d'État et tous ces régimes très complexes? La réponse est oui, mais en partie, et ça dépend des diagnostics. Sur le diagnostic Ecoflux précisément, on est effectivement soumis au régime, et je prends mes antisèches, on est soumis au régime temporaire d'aide d'État, donc défini dans le cadre du plan de relance, mais uniquement pour les ETI et les grandes entreprises. Donc voilà, si vous êtes une TPE ou une PME et que vous déposez une demande de diagnostic Ecoflux, en fait, très concrètement, on va vous demander 3 documents. Le premier document, ça va être un CABIS de moins de 3 mois. Le deuxième document, c'est votre dernière liasse fiscale disponible. Et le troisième, c'est votre RIB, tout simplement. Voilà, donc on est très light, si je puis dire, au niveau des documents demandés. Une autre question, j'enchaîne sur la question de nos bureaux d'études et de nos consultants qui sont référencés. Donc, c'est un travail de fond, vous l'aurez compris, qu'on réalise. Aujourd'hui, on a 150 bureaux d'études partenaires, donc qui sont plutôt des petites structures qui sont implantées partout en région, y compris, je le mentionne parce que je m'en occupe également, partout en Outre-mer. Et pour se faire référencer, tout simplement, on lance régulièrement des appels à manifestation d'intérêt pour référencer des consultants. Donc, on en a terminé un il y a à peu près 1 mois.
Donc voilà, il faut être un peu en veille sur les appels à manifestation d'intérêt qu'on peut lancer. Merci Alicia. On va peut-être prendre une toute dernière question pour toi Valentine. Est-ce qu'une structure de type coopératif peut candidater au projet SCB? Oui, alors si vous avez, s'il y a un peu plus de précision, je vous invite vraiment à envoyer directement sur l'adresse mail spécifique. Là, comme ça, il n'y a pas, il y a pas de contre-indication, mais il faudra voir un peu plus en détail la structure, quel type de projet est porté, etc. Mais ça, il y a pas de souci pour y répondre en direct sur l'adresse mail dédiée. Et je crois qu'il y avait juste d'autres questions. Voilà, pareil, hein, il y avait une question un peu longue concernant l'appel à projet CEPAC, un peu spécifique. Donc n'hésitez pas à nous envoyer ces questions directement à l'adresse mail C'est dédiée, ça. on vous y répondra. Malheureusement, on est contraint par le temps. Faut qu'on poursuive. Voilà, n'hésitez surtout pas à envoyer vos questions à nos experts par l'intermédiaire des adresses mail qui ont été annoncées lors de ce webinaire. On va maintenant passer très rapidement au calendrier des dispositifs en cours, avant le mot de conclusion de notre directeur régional Jérémy Almosny. Alors, sur les dispositifs actuellement ouverts, nous avons, dans le cadre du plan de relance, l'appel à projet Orplast, dont la prochaine clôture est prévue en septembre. Nous avons également le dispositif Tremplin pour la transition écologique des TPE-PME sur 3 thématiques, acte pas à pas, économie circulaire et éco-conception. Ensuite, nous avons le fonds tourisme durable avec un dispositif au fil de l'eau qui va s'adresser aux restaurateurs et aux hébergeurs touristiques dans des zones de moins de 20 000 habitants, donc en zone rurale, en Île-de-France. Nous avons aussi le programme, le plan d'investissement, qui est maintenant intégré en vérité au programme d'investissement d'avenir France 2030, briques techno et démonstrateurs, qui est voilà, l'Île-de-France, en tout cas, Thomas Berthaud et Jean-Yves Mariro sont les relais en cas de question. Et enfin, un appel à projet écosystème des véhicules lourds électriques qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, qui se clôture en juin. Sur l'ensemble des dispositifs France 2030, je ne vais pas rentrer dans les détails de tous les appels à projets, il y en a pas mal, d'autant plus que certains ont déjà été présentés lors de webinaires précédents. Vous trouverez l'ensemble des informations sur ces appels à projets et les personnes à contacter en consultant les replays. On a 3 appels à projets dans les grandes lignes, 3 appels à projets décarbonation industrie pour une industrie bas carbone, avec des clôtures en octobre et en mai. Un appel à projet qui est sorti il y a 2 semaines, même pas, l'appel à projet Industrie zéro fossile, qui s'inscrit dans le cadre de la crise ukrainienne, avec un volet 1 BCIAT et un volet 2 Décarbone Industrie. Là, pareil, vous avez les dates de clôture et les adresses mail. Voilà. Pour les appels à projets énergie renouvelable, je ne vais pas non plus rentrer dans les détails, car ce sont des appels à projets qui ont été présentés déjà en mars dernier. Nous avons également des dispositifs bois-forêt, notamment l'appel à projet biomasse chaleur pour l'industrie du bois, BCIB, qui soutient des projets biomasse, qui vise à alimenter en chaleur des industries du bois, qui vise également la production de chaleur renouvelable à partir de coproduits de l'industrie du bois. Voilà. Ensuite, nous avons tout un parc d'appels à projets, notamment sur les produits biosourcés et biocarburants durables. Là, l'objectif global, c'est de favoriser le développement des biotechnologies industrielles en France et la fabrication des produits biosourcés. Sur la thématique ville durable, nous avons les dispositifs qui ont été présentés par Valentine aujourd'hui. Je n'y reviendrai pas là-dessus. Et les dispositifs, c'est toujours pas fini, digitalisation et décarbonation des mobilités, qui sont ouverts, qui feront sûrement l'objet d'une présentation prochainement lors de futurs webinaires. Et enfin,
économie circulaire. Sur cette thématique-là, nous avons l'AP recyclage des plastiques qui a aussi fait l'objet d'une présentation lors d'un webinaire précédent, qui est toujours ouvert. En tout cas, là, c'est le volet chimique, le volet 1. Il y aura un deuxième volet, le volet mécanique, qui s'ouvrira dans la foulée, date encore à fixer. Et enfin, l'appel à projet, solutions innovantes pour l'amélioration de la recyclabilité, le recyclage et la réincorporation des matériaux, qui est ouvert jusqu'en juillet. Voilà, c'était un peu rapide. Voilà, j'espère que l'information est passée. Vous avez toutes les informations ici dans les présentations. N'hésitez pas à nous solliciter. Je vais maintenant donner la parole à notre directeur régional pour le mot de clôture, Jérémy Almosny. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci Sandy pour amener d'une main de maître le timing avec beaucoup d'informations qui ont dû circuler. Donc j'espère que ça a été à la fois compréhensible, digeste et ça a répondu finalement aux attentes auxquelles vous êtes venus, avec lesquelles vous êtes venus pour ce webinaire. On a conscience qu'on rencontre en ce moment un foisonnement d'appels à projets qui est plutôt un très bon signe parce qu'on va couvrir beaucoup de thématiques autour de la transition écologique, autour de stratégies d'accélération qui ont été très bien incitées préalablement, la question de l'énergie, la question des mobilités, la question également de tout ce qui va concerner la décarbonation de l'industrie. Donc, c'est des appels à projets qui sont autoportants, structurés, cadrés, avec des équipes derrière, comme on l'avait dit tout à l'heure, mais pour lesquels ça demande d'une certaine manière de bien s'approprier les contenus. Et on vous invite véritablement à vous appuyer sur les différents webinaires replay que nous avons à disposition en accès libre et gratuit. Le 22 mars, on a parlé beaucoup des questions de la décarbonation de l'industrie. Nous y revenons d'ailleurs sur un webinaire au mois de juin. On n'a pas encore arrêté la date, mais ce sera probablement le 14 juin. On a parlé également des dispositifs relatifs aux énergies renouvelables le 22 mars. Nous aurons l'occasion de faire une focale autour de la question du bois et de la forêt sur le webinaire de juillet. Donc, vraiment, en principe, et on le pense sincèrement que nos documents sont largement autoportants pour vous donner à la fois les conditions d'éligibilité et puis les objectifs visés par chacun de ces appels à projets, mais on a toujours derrière chacun de ces appels des femmes et des hommes, des adémiens qui sont à vos dispositions pour vous donner des éléments de réponse. Et puis j'insiste également au sein de la direction régionale Île-de-France, on a actualisé l'organigramme pour cibler par thématique les personnes ressources, les personnes de contact pour vous aider peut-être plus gré à gré sur des projets que vous auriez et qui pourraient nous intéresser, qui pourraient en tout cas être accompagnés par l'ADEME, qui seraient d'ailleurs alignés ou pas à un appel à projet. Donc n'hésitez pas à nous solliciter. Alors, je voulais juste partager quelques éléments d'actualité. Nous avons, au-delà des dispositifs financiers, une action qui se renforce en propre à l'ADEME et qui s'appuie aussi beaucoup sur nos relais de nos partenaires. Je peux citer le webinaire qui s'est tenu hier sur la qualité de l'air avec le PEX, qui est disponible là aussi en replay et à qui on donnera tribune lors de notre prochain webinaire du mois de juin. Nous avons effectivement la volonté de donner la parole à nos partenaires, ce qui me permet peut-être là de vive voix de remercier chaleureusement BPI de sa participation pour la présentation de leur dispositif que nous accompagnons également. Et puis nous avons à très court terme des événements. Donc on a en ce moment iVolution. Donc si vous êtes dans la sphère de l'hydrogène, que ce soit sur le plan technologique, sur le plan d'avitaillement des véhicules, de la production, ou vous êtes un industriel, sachez qu'on a 2 jours pour partager l'actualité autour du sujet hydrogène. Et donc, ça commence aujourd'hui et demain, nos équipes seront sur place pour apporter des éléments de réponse aux besoins. Nous avons le 24 mai prochain à la recyclerie l'événement à vélo. Donc là, c'est plutôt un événement qui touche les collectivités autour du vélo et nous allons donner la parole à l'ensemble de nos lauréats. Donc, c'est plus de 25 lauréats sur 3 ans maintenant qui auront pour vocation de parler de leurs ambitions, de leur stratégie vélo autour du développement des services, du développement des infrastructures ou encore tout simplement de leurs résultats de leur politique volontariste et intégrée autour du vélo. Donc c'est le 24 mai sur l'ensemble de la journée et vous êtes bien sûr les bienvenus et je crois que dans le fil de la discussion, on met à disposition les liens. Nous avons à nouveau un autre événement autour de la question de l'énergie. J'en parle parce qu'on en a parlé un petit peu aujourd'hui dans le webinaire. Nous avons les assises européennes de la transition énergétique qui se tiennent à Genève du 31 mai au 2 juin et nous y serons aussi pour bien sûr écouter des interventions inspirantes qui permettent là aussi d'enclencher des projets, mais aussi répondre à vos éventuelles questions pour vos propres projets. Et enfin, dernier événement du premier semestre, c'est le salon de l'Association des maires
d'Île-de-France où nous aurons un stand avec des temps forts où nous allons parler de nos démarches territoriales intégrées, nous allons parler de nos scénarios de transition 2050 et puis nous aurons là aussi l'occasion de donner la parole à nos partenaires, collectivités, relais pour évoquer l'offre ADEME dans sa globalité au-delà des appels à projets qu'on a pu vous présenter aujourd'hui. Et donc, on serait véritablement heureux et ravis de vous accueillir sur notre stand le 28 et le 29 juin prochain au port de Versailles. Voilà, j'en ai terminé sur les actualités. J'espère que vous avez passé un webinaire à la hauteur de vos espoirs. Nous, on espère voir maintenant beaucoup de projets arriver. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Au revoir.